suis Mathilde Walker-Billot, je suis la curatrice de l'exposition Le bruit de la chair, partition pour Gina Pan. Dans le cadre de la 34e édition des ateliers internationaux, je suis partie de la collection et de son histoire et l'importance de Gina Pan et de ses œuvres qui rayonnaient sur la collection. Ce qui m'a frappée, c'est l'importance des premiers gestes qu'on appelle les gestes écologiques, les premiers gestes écologiques de Gina Pan. Et de la simplicité de son geste, mais de la force et de la puissance et aussi la façon dont il résonnait encore aujourd'hui alors qu'on est dans un moment de dérèglement climatique. On se pose beaucoup de questions sur notre relation à la nature, aux autres. Et donc en fait ce geste m'a semblé très, très fort et c'est un geste qu'elle a appelé pierre déplacée. Ce qui m'a intéressée, c'est d'essayer de raviver ce geste de solidarité, ce geste protecteur de Gina Pan, qui en fait a une sensibilité, je dirais, éco-poétique, qui n'est pas seulement présente au début de ses gestes, mais qui en fait qui court sur toute l'œuvre. C'est ça qui m'a intéressée aussi, c'est dans l'exposition, et c'est aussi présent dans la collection du FRAC. Il n'y a pas seulement les premières œuvres ou les constats, qui sont souvent les œuvres les plus montrées en France et en Europe. Dans l'idée, c'était de vraiment montrer en fait l'ensemble de la carrière de Gina Pan et de montrer que cette sensibilité pour l'environnement, ce geste solidaire était présent du début jusqu'à la fin. Donc j'ai invité des artistes qui me semblaient en fait travailler dans une sensibilité environnementale mais aussi politique et qui aussi utilisaient leur corps comme un outil de mise en relation, des éléments entre eux, des contraires, des questionnements contemporains. On a appelé cette résidence Situation idéale, qui est une œuvre dans la collection du FRAC, où on voit Gina Pan qui est dans un champ labouré, qui se tient droite, les mains dans la poche, très sereine, très sûre d'elle. Et derrière elle, on voit un grand plan avec le ciel, un grand ciel bleu. Et en fait, on voit qu'elle crée une verticale entre deux horizontales, et elle appelle ça, c'est une situation idéale. Terre, artiste, ciel. Dans l'invitation aux artistes, je suis partie en fait de cette équation, elle appelle ça une équation, où le corps de l'artiste est un point de jonction, un médium, et quelque chose qui va relier en fait les éléments entre eux, les personnes entre eux, les communautés entre elles. Et donc je me suis vraiment intéressée à ce corps médium, en sachant que Gina Pan est surtout connue pour être une artiste, une figure pionnière de l'art corporel en France, mais on avait envie d'ouvrir en fait d'ouvrir sa pratique et de la relire dans une perspective écologique et féministe. On a fait une exposition qui met en dialogue en fait, le travail de Gina Pan dans un contexte contemporain. Et c'est vraiment un parcours intergénérationnel, puisqu'on met en dialogue les œuvres des artistes invités en résidence avec le travail de Gina Pan, réalisé des années fin 60 jusqu'en 1989. Et c'est aussi un parcours interculturel, puisque les artistes invités viennent de régions du monde entier. Et donc on a un parcours de Nantes à Carquefou, qui vraiment met en valeur en fait différentes façons de penser le corps. Donc on pourrait dire qu'à Nantes, on a le corps écologique en réponse à Gina Pan, mais aussi le corps cosmologique. Dans le cadre de sa résidence, Jota Mombassa a réalisé un nouveau ghost. C'est une pratique artistique qui a commencé il y a plusieurs années en Europe, en prenant des tissus, en les immergeant dans l'eau. Et les tissus en fait impriment l'expérience de l'eau, et ensuite Jota Mombassa en donne une forme sculpturale qui est une sorte de traduction matérielle et sculpturale de la voix des rivières. Donc ici, elle réalise Ghost 7, qui est créé en relation avec la rivière de la Loire. This work is called Ghost 7, French historical malady. These textiles spent 5 weeks in the Loire estuary, really close by where we are right now, close to Flax space in Nantes. I really felt that this place was an interesting place from which we could relate to the body of water,
but also to the histories around global logistics, the enslavement of African people, and the general history of colonization. So this work, in a way, is an attempt to invite the water into this conversation about those social histories that are so charged and that are so intricately connected with France, with Europe, and with myself as a body that carries in the intergenerational trauma of colonization. I think in the work I'm doing, the notion of the body of water really makes sense because it points out to the aspect of the body, which is an aspect that it has been part of my practice for quite a long time. And I think the body is the channel through which this mediation is possible. I feel these things in my body. I relate with the river in my body. There's a great deal of intuition, which I understand as a bodily force, intuition, that enters in the composition state. So I think the notion of the body of water allows this work to be perceived as an embodied work, as a work that relates with the history of my body, but that also composes a body outside of humanity, of what my body would entail. So I like the idea of the body of water. I like to attribute the character of a body to elemental existences, to rivers, so we can also figure out a way of engaging with these other bodies, giving them their sense of integrity. Because of course humanity builds itself as separated from everything, and even the colonial idea of humanity as one separated, so which is basically whiteness as separated from the rest of the world. That's how humanity builds itself, and I think it's important that we perceive that other bodies are part of this conversation. What kind of conversation is possible? When we deeply engage with it, when we really put our bodies into it, because I think that's when we think about certain traditions of intellectual knowledge in this continent, there is this clear separation between the rational and the emotional / the body, which only serves to produce domination. So the river is never seen as a body in the sense of its kind of like integrity, but as a body in the sense of a resource, as something to be extracted from, something that we can use regardless. And I think what my work tries to do is to challenge that notion. I don't believe in that notion. So the only possible way how we can have a conversation is if we both put our bodies in the scene. À Carquefou, on va plus vers un corps sacrifié, un corps invisibilisé, mais aussi un corps glorieux, en réponse aussi à la dernière œuvre de Gina Pan, où c'est une œuvre religieuse qui travaille sur la souffrance des saints, mais aussi leur élévation. Et donc il y a tout un projet qui s'est construit à Carquefou autour de l'œuvre ultime de Gina Pan, sur la façon dont elle travaille le matériau comme une matière vivante. Ça résonne vraiment très, très fortement avec le travail de Owen Brading, qui, dans A Belly of a Glacier, pense le glacier comme un ventre et comme un corps. C'est un projet intermédiaire qu'on monte sous deux formes, une installation photographique de grand format et un film. For this piece behind me, it's a photo installation, and I returned to a place of my childhood, the Rhône Glacier in the Swiss Alps. And this is one of the fastest melting glaciers in Europe.
Scientists predict that by 2050, it will no longer be here. There's residents in a town next to the Rhone Glacier in Obergoms that are now putting these thermal blankets on top of the glacier in order to prevent it from melting so fast. So I'm looking at these fabrics as a way to think about care, as a way to prevent the future of climate catastrophe, perhaps, or at least slow it down. And I'm also really interested in thinking about the haptics, how to film in a way that brings the viewer very up close to the matter of ice, to the matter of the glacier body as a means to connect us as individuals to another body, the glacier body. I actually knew 3 years ago already I wanted to film a cow birth as the beginning scene for the film that's in Nantes. And the reason for this is because in language, in English and in French as well, when we describe the glacier body, we affiliate terms with the glacier as we do to the human. So we say the belly of the glacier tongue, the glacier snout. When one says the glacier is calving, it means ice blocks or icebergs are falling off of the glacier into the sea. And so calving is a term to describe almost the death of a glacier because it's melting. But of course, when we think of calving in relation to the animal world, it means to give birth, right? So for me, it was very important to begin the film with a shot of a cow giving birth, to think of a new life, but how that also then connects to the death of a glacier at the same time. And I think if we're already in language using terms that connect the human or the animal to the glacier body, it might be an invitation to listen more closely to what the glacier or the ice has to say. So the way that I film the birth is also very up close. I think at first it feels abstract. You don't quite know what you're looking at, but the bubble that comes out of the mother almost looks like ice. It has a very similar tonal quality to a lot of the colors you're looking at here or in the film. And then because it's dripping, you of course also link it to then later on the shots of the ice dripping. So I'm really trying to connect the body, the animal body, to something that is also alive. The glacier is alive and in constant flux, moving. Even if we can't see it, it's slowly disappearing. Et aussi, ça résonne très fortement avec le travail de Janine French-Nougeli, qui considère les matériaux comme des formes vivantes qui peuvent porter sa mémoire et aussi porter son territoire, porter l'histoire de son peuple. Donc, elle a une relation aussi très fluide avec la matérialité, tout comme Gina Pan, qui pense toujours à saisir l'esprit dans la matière. Janine French-Nougeli présente dans le cadre de sa résidence deux gestes réparateurs que l'artiste a réalisés lors de sa résidence à distance, dans le Yukon. Et dans ce geste, en fait, c'est un geste d'offrande et un geste réparateur qui prend la forme, en fait, d'installation. Il y a une chemise qui est posée au sol, mais cette chemise, en fait, a fait partie d'un rituel de tatouage traditionnel, cousu dans la peau. Et dans la chemise, en fait, il y a une aiguille qui est cachée et qui, en fait, est un résidu d'un geste réalisé sur son territoire original, son territoire ancestral. Et à côté de cette œuvre qui s'appelle Cure, il y a un autre résidu d'une performance et d'un geste qui s'appelle She They Will Arrive. C'est une plaque de métal imprimée où on voit apparaître la silhouette de l'artiste étendue dans la neige. Et c'est aussi penser le territoire comme un lieu où on se repose, où on se reconnecte
mais aussi jouer sur les frontières entre le corps et le territoire. Achalix Sagnas et Patricia Alliot nous présentent une installation qui mêle à la fois drame radiophonique, céramique et poème graphique. Et c'est vraiment une installation, c'est un espace en fait d'écoute interespèces où se rejoue la scène d'un film d'Éric Rohmer qui en fait nous ravive notre sensibilité, une sensibilité interespèces et un respect en fait de la vie, qu'elle soit animale ou humaine. Donc c'est vraiment une invitation, leur pièce est vraiment une invitation à écouter. Je ne sais pas. Quoi? Je crois qu'on a toujours une forme de conscience quand on exerce la violence. Que c'est parce qu'on sait qu'on transgresse qu'on commet un crime. Nous sommes dans une partie de l'installation que nous avons conçue avec Achalix Sagnas, qui s'appelle Last Cow. Le titre vient d'un clin d'œil au film de Kelly Richard, First Cow. Il est question d'une vache, de la première vache, qui arriverait dans une colonie aux États-Unis. C'est aussi en lien avec une des parties du projet que nous avons donc réalisé, qui est le sauvetage de 2 vaches gestantes qui sont actuellement dans le Puy-de-Dôme et qui, pendant l'exposition, transiteront jusque vers la Sarthe, dans le refuge Les Meureuses, qui est donc un refuge qui accueille des bovins, des bovines, et donc là, dans ce cas-là, leurs petits, et qui ensuite permet donc de les adopter. Il y avait vraiment cette question éthique et d'éthique environnementale et d'éthique animaliste, dans quelle mesure on peut contribuer au mieux-être et au bien-être animal et dans quelle mesure on peut étendre nos considérations du bien-être des êtres au bien-être animal. Et finalement, il y a aussi une phrase qui est revenue souvent, quelles vies sont dignes d'être pleurées. Et derrière nous, il y a vraiment une partie de cette installation, puisqu'il y a ce poème qui s'appelle « Des larmes de lait », et à côté, il y a ces larmes de sang, où on a pris vraiment au sérieux le fait que ces milliers, ces millions de vaches qui sont envoyées à l'abattoir méritent une considération, pas simplement pour être pleurées, mais aussi pour être envisagés comme des êtres sensibles qui pourraient cohabiter d'une manière interspéciste et antispéciste avec de la douceur et des questions plus proches de nos considérations du bien-être en général. Voilà les côtes de porc. Parce que j'ai Tiens, pas le Gérard, tu me choix. fais une place. Ouais, ok. Alors il y a des bleus, il y a des saignantes, il y a tout ce qu'il faut. Chacun se sert. Hein. Moi, je mange pas de viande. Ah bon? Ouais. Tu n'aimes pas la viande? Non, j'en prends pas. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas un problème. Ouais, tu manges pas bien. Non. Ah bon? Tu fallait nous le dire, hein. Ça me permet de parler de la seconde partie de notre installation, qui est liée à la revisitation d'une scène du Rayon vert de Rohmer, qu'on appelle la scène de la végétarienne, où l'actrice Marie Rivière joue le rôle de Delphine, qui est à table, entourée de carnistes, et qui doit en quelque sorte rendre des comptes de son choix de ne plus manger de la viande. Et donc cette sculpture sonore s'appelle « Le faux est un moment du vrai ». Et moi, je l'ai revisité de mon côté plus particulièrement d'un point de vue textuel. Et le faux est un moment du vrai explore les arguments échangés autour de la conversion végétarienne, les raisons qu'on peut convoquer ou invoquer pour être végétarienne ou végétarien, et cette situation paradigmatique du repas, où c'est très souvent au moment du repas où on doit s'expliquer sur le choix de ne pas manger de la viande ou de ne plus en manger.
Pour l'installation, on a décidé donc de revisiter l'espace de la table, donc à la fois avec cette pièce sonore qui est un dispositif d'écoute, entre guillemets immersif, de quadrifrontal, presque aussi d'un face-à-face possible avec les spectatrices, et donc au centre, la création d'un set de tables, donc avec des assiettes et des amphores, qui revisite le travail aussi de Bernard Palissy, qui était donc un céramiste connu et qui avait donc un travail de motifs naturalistes qui était prélevé sur le vivant. Et donc dans cette pièce sonore que nous avons conçue ensemble avec Alix, il y a une dizaine de voix avec un texte qui est à la fois composé de dimensions plus argumentatives et d'un poème en lien avec la poésie lesbovine, dont il y a un extrait ici des larmes de lait. Dans l'exposition, il y a la présence exceptionnelle de Julia Phillips avec une vidéo qui s'appelle Becoming the Hunter, the Tracker, the Submitter, qui présente en fait l'artiste en relation avec une autre femme en train de danser. Et en fait, c'est vraiment une vidéo qui a un rythme effréné, qui est sans son, mais qui trouble la relation entre désir, soumission et pouvoir. Et en fait, cette vidéo nous semblait importante de l'inclure, parce qu'elle ajoute en fait une dimension politique aux questions de Gina Pan, qui s'est interrogée à travers certaines actions, dont Action L'Or ou Autoportrait, sur la condition des femmes, et qui actionne en fait à travers des symboles les déterminismes biologiques et culturels, et qui les troublent. Et je pense que le film de Julia Phillips joue aussi sur cette idée de la relation culturelle et l'association culturelle entre les femmes, la nature et une certaine soumission, la passivité. Et en fait, elle trouble ces relations et comment en fait le pouvoir peut se redéfinir dans ces espaces restreints de pouvoir en fait. Et donc c'est un jeu très intéressant qui, bien sûr, il y a aussi toute cette question de la prédation qui est intéressante, The Hunter, et qui est en écho en fait avec ces reconstitutions d'une scène de chasse, qui est un film aussi de Patricia Allo qui est présenté dans le cadre de l'exposition à Carquefou. Qui va jouer aussi avec une autre scène de chasse d'un film de Janine French-Nugent où l'on voit l'artiste dans une prairie sauvage, une prairie sur son territoire. Et la silhouette de l'artiste est à peine visible. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est dévorée par des moustiques. Gina Pan aussi a posé des questions sur les conditions des femmes et essaie aussi de s'en libérer. Le titre de l'exposition, Le bruit de la chair, partition pour Gina Pan, est tiré en fait d'un texte manifeste qui s'appelle Lettre à une inconnue, écrit par Gina Pan en 1974, dans laquelle Gina Pan explique sa démarche et son langage corporel. Dans ce texte, à la fin, en grande capitale, elle écrit une question qui nous interpelle. Où est-il le feu qui résonne, le bruit de la chair, du fou rire, de la douleur, de la mort, le silence du sang? C'est une question ouverte. C'est une invitation à penser le corps en relation à son environnement. Elle parle du feu, elle parle du sang, elle parle de la douleur, du fou rire. Donc on a une fluidité entre la matière, le corps non humain. Et donc je pense que c'est vraiment la démarche de Gina Pan et la démarche des artistes que j'ai invités pour cette 34e édition des Ateliers internationaux.
Aimer, c'est moderne de se poser ce problème. Et il me semble que ce geste d'amour, de réciprocité, de solidarité prend toute sa puissance dans l'exposition Le bruit de la chair, partition pour Gina Pan, avec les artistes qui lui donnent une dimension écologique, politique, mais aussi historique. Et donc c'était important de repenser la modernité de la pensée de Gina Pan, la modernité de ses gestes, et de voir que 50 ans plus tard, elle résonne si fortement avec les artistes et les publics.